Quand on lit un livre d'histoire, on a souvent l'impression que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? En réalité, derrière chaque récit, il y a une voix invisible qui choisit, qui organise, qui nous guide. Alors, l'idée, c'est de mener l'enquête ensemble pour essayer de la démasquer. Voilà la grande question. Qui est cette voix? Ce narrateur fantôme, est-ce qu'il est vraiment neutre? Pour le savoir, on va se transformer en véritable détective du texte. C'est parti, on part à la recherche d'indices. Allez, on met nos casquettes d'enquêteurs. Notre mission, si on l'accepte, identifier cette mécanique un peu cachée des récits historiques. Et pour ça, on a un outil clé. Et voilà notre loupe, l'énonciation. Ça a l'air compliqué comme mot, mais en fait c'est tout simple. C'est juste l'acte de produire un message. Et en analysant ça, on peut répondre à des questions super importantes. Qui y parle, à qui, quand et où? Et croyez-moi, dans un texte historique, les réponses à ces questions sont, elles sont très très révélatrices. Ok, maintenant qu'on a notre outil, passons aux choses sérieuses, la recherche de preuves. On va s'intéresser à 3 types d'indices qui, mis bout à bout, vont nous dresser le portrait robot de notre narrateur. Premier indice, et c'est assez paradoxal, c'est une absence. Le narrateur, l'historien, fait tout, mais alors tout, pour disparaître du texte. Il ne dit jamais « je ». On dirait qu'il s'efface pour laisser, en apparence, toute la place aux faits. Mais alors, comment il s'y prend concrètement? Eh bien, la technique est assez claire. D'abord, on oublie tous les pronoms de la première personne. Fini les je, les nous. Ensuite, on utilise à fond la troisième personne, il, ils, et bien sûr des noms propres, comme Ben Midi. Le résultat, on obtient un texte qui a l'air complètement objectif, dépersonnalisé. C'est presque comme si personne ne parlait. Deuxième indice, le narrateur, il ancre son récit dans une réalité qu'on peut vérifier. Il ne laisse aucune place au doute sur le cadre de l'action. Le temps, l'espace, tout est balisé et avec une précision quasi chirurgicale. Et regardez ces exemples. Des expressions comme « pendant la colonisation », en 1954, ou encore « le 1er novembre ». Tout ça, ce n'est pas là par hasard. Ce sont des marqueurs temporels qui viennent planter les événements sur une ligne du temps bien concrète. Et ça renforce l'impression de vérité, bien sûr. Et le voilà, notre troisième et dernier grand indice, le choix des temps. Pour raconter l'histoire, on va utiliser des temps verbaux qui créent une vraie coupure avec le moment où on lit. Les événements sont présentés comme étant finis, terminés, appartenant à un autre monde, le passé. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment les rôles sont distribués. D'un côté, on a le passé simple, comme dans « il attaqua ». Lui, il est là pour les actions importantes, les moments de rupture. Et de l'autre, on a l'imparfait. Par exemple, le peuple vivait. Lui, il sert plutôt à planter le décor, à décrire le contexte, l'arrière-plan. C'est cette combinaison des deux qui crée ce rythme si particulier du récit historique. Bon, on a nos preuves en main, l'effacement de l'auteur, les repères de temps, les verbes du passé. Il est temps de dresser le portrait de notre suspect et d'identifier sa cible. L'affaire avance bien. Alors, voilà le profil de notre narrateur. On voit qu'il est extérieur à l'histoire, il n'y participe pas. Ce n'est pas un personnage, c'est plutôt un observateur qui rapporte les faits de la manière la plus neutre possible. Sa position, c'est un peu celle d'une caméra de surveillance omnisciente, qui voit tout, mais qui n'intervient jamais. Et à qui s'adresse cette voix? Eh bien, le texte historique, il vise un public assez large. Ça peut être des élèves, des lecteurs curieux, le grand public en général. Son but, ce n'est pas tant de convaincre ou de faire pleurer, mais plutôt d'informer, d'expliquer et de transmettre ce qu'on appelle une mémoire collective. Pour bien saisir ce qu'est cette voix historique, le mieux, c'est de la comparer à une autre voix. Mettons notre narrateur face à un témoin direct des événements. C'est l'heure de la confrontation. Et là, la différence, elle saute aux yeux. D'un côté, le texte historique, objectif, à la troisième personne, basé sur des faits vérifiés et sans émotion visible. Et de l'autre, le témoignage, complètement subjectif, à la première personne, centré sur le vécu, l'expérience personnelle et donc chargé d'émotions. C'est vraiment 2 mondes différents. Cet exemple illustre ça parfaitement. Les manifestations furent réprimées. Ça, c'est la voix de l'historien, distante, factuelle. Et en face, on a « j'ai vu les soldats arrêter les manifestants ». Là, c'est la voix du témoin, totalement impliqué, personnel. La réalité est la même, mais la façon de la raconter change absolument tout. Ok, on a maintenant tous les outils nécessaires. Il est temps de passer à la pratique sur un exemple bien concret. On va analyser un petit extrait pour voir si notre méthode tient la route. L'affaire est sur le point d'être classée. Alors, voici notre petite trousse d'enquêteurs. 4 questions clés à se poser. Qui parle? À qui? Quand et où ça se passe? Et quels temps sont utilisés? Allez, on applique ça à notre exemple. Lisons attentivement notre pièce à conviction. En 1954, les combattants algériens lancèrent les premières attaques contre l'armée coloniale.
Dans les Aurès, les groupes s'organisaient pour résister à l'occupation. Maintenant, on sort notre grille d'analyse. Et le rapport d'analyse est sans appel. On regarde. Qui parle? Clairement, un narrateur externe. Il n'y a aucun jeu. Les temps. On a du passé simple avec l'ancêtre et de l'imparfait avec s'organisait. C'est typique du récit passé. La période? En 1954. C'est précis. Le lieu? Dans les Aurès. Bingo. Tous les indices concordent. C'est bien une énonciation historique. L'affaire est classée. Alors, quel est le point crucial à retenir de tout ça? C'est que cette voie soi-disant objective de l'histoire, ce n'est pas une absence de point de vue. Pas du tout. C'est une construction, un style d'écriture très réfléchi qui utilise des outils linguistiques précis pour créer un effet de neutralité, un effet de vérité. La voix n'est pas neutre, en fait, elle est neutralisée. Du coup, la prochaine fois qu'on ouvrira un texte historique, l'écoute sera forcément différente. On pourra chercher ces indices, identifier les choix du narrateur et comprendre que derrière les faits, il y a tout un art de raconter. La question reste donc posée. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce que ça change notre façon de lire l'histoire ?